Bonjour à tout le monde pour cette nouvelle émission de Poétiquement Vôtre. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un bon ami euh, que ça fait de longue date que je n'ai pas revu, Monsieur Yvon Boutin. Alors, Yvon, tu es là? Oui, oui, salut Pierre. Bon, alors écoute, le plaisir est pour nous de te revoir, pour moi. Alors, j'aimerais qu'on apprenne un peu plus de qui est Yvon Boutin, où est-ce que tu te produis, tout ça. Alors, on va te laisser un petit peu décrire tes antécédents et tes activités présentes et comment tu en es venu à l'écriture. Et je pense que tu es conteur comme tel. Alors aussi, bon, qu'est-ce que tu y trouves dans le fait de compter tout ça? Alors, je te laisse commencer. Je vais te poser des questions au fur et à mesure. Et par la suite, nous aurons, c'est-à-dire tu auras un 15 minutes seul avec les auditeurs pour présenter, si tu le désires, une amorce de performance, une ou deux, à ta guise, et on revient ensemble et on ferme le contenu de tout cela après. Alors, écoute, Yvon, premièrement, je te demande de te présenter, là, un peu, par rapport Oui, à tout le monde, là. Vas-y. oui. Ben, OK, tu vois, moi, bon, je vis actuellement dans les Laurentides. Ça fait quand même déjà plus de 25 ans. Mais je suis originaire de l'Abitibi. OK? Et c'est pour ça que l'Abitibi, c'est venu un peu teinter, en tout cas, certains contes de mon répertoire. Euh, Tu me demandais tantôt qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture ou au conte. Euh, c'est d'ailleurs, c'est un petit peu l'écriture qui m'a amené au conte. Je repensais un petit peu là, à la rencontre qu'on était pour avoir. Et puis, tu vois, c'est qu'en réalité, ça devait être autour de 1997-98. J'avais le goût d'écrire et j'avais écrit même, écoute, puis, un premier roman qui s'adressait aux adolescents. C'était l'histoire d'un jeune qui avait 13 ans dans un premier temps. C'était Samuel comme l'eau qui coule. Et c'est donc l'histoire d'un petit garçon qui avait été interpellé par une goutte d'eau. Et puis, il parlait le langage de l'eau, donc il la comprenait. Et puis là, j'ai fait des démarches, puis il y avait comme trois, c'est une trilogie des démarches pour trouver une maison d'édition. Finalement, j'avais trouvé une maison d'édition, mais là, l'éditrice elle voulait me faire faire des modifications que je trouvais qui avaient pas de bon sens, là, qui dénaturaient les personnages, entre autres le grand-père de Samuel et tout. Et puis, ça fait que là, j'avais un peu délaissé ça. Et c'est en 2001 il y avait ici, dans les Laurentides, il y avait, c'était la naissance là, de l'Association des auteurs des Laurentides d'ailleurs. Et il y a eu un concours qui était organisé par un organisme communautaire, qui était en santé mentale, l'échelon des pays d'en haut, qui était un concours d'écriture de contes et poésie. Et donc, moi, j'avais mis un conte. C'était la vieille souche et le sapin. Donc, je donnais une voix à la vieille souche et à un petit sapin qui poussait à côté. Et puis, finalement, j'ai gagné le premier prix, puis le prix du public. Donc, oups, ça m'a comme un peu allumé à cette forme d'écriture-là qui est plus courte que le roman et puis qui, bon, ben, donc là, je me suis mis, c'est un peu là, je te dirais, que le père Lassouche est venu au monde. Parce On que se, là, je voulais trouver. Yvon, on se retrouve en quelle année, là, à pareille date, On à est en pareil moment? 2001, D'accord, à 2001-2002. Ouais. d'accord.
Oui. Et puis Vas-y. donc, c'est là que, que j'ai voulu avoir un personnage qui, lui, parlait le langage des arbres, tu sais, pour avoir un humain qui intervient avec les arbres. Et puis donc, là, le père Lassouche est né. Et puis, il y avait différentes influences qui sont venues un peu lui donner sa charpente, sa structure au père. Et puis, et c'est là. Et là, j'avais même pensé à un moment donné, parce que moi, je travaillais encore à ce moment-là, je n'étais pas à la retraite. Je me disais, tu sais, oh, je vais me préparer quelque chose et puis éventuellement, quand je serai à la retraite, je pourrais faire ça. Et puis là, j'ai même, à certaines occasions, j'ai personnifié le père Lassouche, tel que je le décrivais lorsque je l'ai rencontré, tu sais, avec une grande barbe puis des grands cheveux, un peu à Gandalf. Il ressemblait à Gandalf, tu vois. Et donc, mais finalement, je trouvais ça un petit peu limitatif, le fait de devoir, d'avoir le costume et tout ça. Et puis, je voyais aussi que dans les circuits de compteurs, ben, tu en as certains qui vont se costumer, tu vois, comme, mais qui vont faire du conte, plus du conte d'époque. OK? Moi, ce n'était pas mon intention. Ça fait que c'est là que j'ai décidé d'abandonner, moi, de le personnifier et puis de plutôt parler de lui. Si bien que ça m'a donné l'occasion euh, de revêtir j'ai des photos avec le père Lassouche, tu sais, là, parce que Donc, je faisais revenir. donc Yvon, là, le père Lassouche, c'est vraiment, c'est quelqu'un que tu as rencontré. C'est ça. C'est pas une pure invention, là. C'est que quelqu'un, d'après ce que je comprends, c'est quelqu'un qu'au départ, t'as personnifié. Tu t'es mis à la place de ce personnage, puis après ça, tu t'es mis à, tu t'as comme sorti du personnage et tu dis là, je vais parler de ce personnage-là. C'est ça? Oui, c'est ça. Je me faisais comme le porte-parole. Je racontais ce que lui me racontait. Mais pour te corriger, là, non, non, il n'existe pas pour le vrai. Mais ça, c'était intéressant que tu dis là, parce que les premiers spectacles que j'avais faits, parce que je décris où est-ce que je l'ai trouvé, tu sais, là, à l'étang du soleil levant, sur une vieille souche, ou c'est-à-dire, non, c'est son père qui l'a trouvé. Je décris ça, c'est une grosse dame de castor, tu sais. Et puis souvent, après les spectacles, il y a des hommes particulièrement qui venaient. Hey, écoute, je l'ai vu, moi, cette dame-là, je le sais où ce que c'est. Et puis, les gens veulent croire qu'il existe, c'est vrai. D'accord. Alors, non, mais c'est tellement, de la façon dont tu décris ça, là, c'est vraiment, juste au niveau de la description de comment que c'est né, ça, ce personnage-là, c'est comme si vraiment tu l'avais rencontré. On se Oui. méprend, là. On se méprend Ah, jusque dans la façon dont tu nous l'annonces, là. Alors, ça va non, très c'est bien ça, c'est dans pour tes ça que. prestations. Ouais, ouais. Et tu vois, et c'est ça, c'est pour ça que. Et là, je ne sais pas si tu as vu les dernières choses que j'avais faites, peut-être qu'on parlera un peu plus tard, mais il est décédé finalement. Il est décédé là, au mois de mars l'année passée. Ça a fait un an. Il est décédé le 22 mars l'année passée, mais pas de la COVID. Il n'est pas décédé de la COVID. Ça fait que là, ça vient tout créer une autre affaire, une autre dimension. Je l'ai fait Euh, mourir. Ah oui, alors là, oui, ok, ce que je semble comprendre, c'est que tu vas continuer à pouvoir parler de lui, mais un peu comme si tu parlais d'un être post-mortem, là, après, je Exactement. l'ai connu à telle période et ça va rendre plus de véridité, voyons, comme si Véracité. ça, ouais, c'est ça, là, un peu comme tu Ouais. l'as dit, là. Mais déjà, Hmm. tu vois, déjà, il y a cet aspect-là. Quand je présente des choses vers la souche, les gens sont toujours assez un peu perplexes par rapport. Ah, il existe vraiment, hein? Oui, il existe vraiment. Non, des fois, je dis, ben oui, si vous voulez qu'il existe, il existe, tu sais, là. Mais c'est que ça me dit que j'ai bien frappé l'imaginaire parce que, tu vois, Absolument. mon intention, Absolument. c'est de faire fleurir les bourgeons d'imaginaire des gens. Et puis, j'ai l'impression qu'avec le personnage, oui, ça fonctionne. Ton intention, je m'excuse, c'est de faire quoi?
faire fleurir les bourgeons d'imaginaire des gens. Ah, ok, oui, bon, ok. Ouais. Écoute, t'es très proche de la nature hein, dans tout ce que tu fais Oui, là. Tu nous parles du conte, tu parles d'un personnage qui est né de l'écorce, pour pas dire des arbres. Alors, est-ce que c'est le fait d'être originaire de l'Abitibi, je pense, qui fait que tu colles tant que ça à la nature? Tu es vraiment naturophile, comme on peut dire. oui, très, oui. Ben, écoute, tu vois, je sais pas, là, je sais pas si tout le monde d'Abitibi sont proches de la nature, mais c'est certain que oui, ayant grandi, tu vois, moi, la nature, le bois, j'en ai besoin, tu vois, comme moi, la pandémie, ça m'a pas trop privé. Regarde, cet hiver, ça a été un hiver merveilleux pour faire de la raquette. J'ai une cour arrière ici, là, qui est immense, tu sais, là. Je peux partir en raquette pendant 3 heures dans mes sentiers, tu sais, là, puis écoute, c'est le silence, c'est pas rien d'autre que des arbres puis des montagnes, tu sais. Ça fait que c'est sûr que la nature me fait du bien, puis je pense que la nature a fait du bien à tout le monde. Euh, Tu vois, dans ma pratique, je travaille comme psychologue. Souvent, tu sais, là, c'était une des recommandations que je faisais aux personnes qui étaient un peu déprimées, tu sais, ben, va dans la nature, prends le temps de te déposer pour te ressourcer, tu vois. Et ça, c'était même avant que je devienne compteur. Ça fait que, ouais, la nature, pour moi, c'est ça. C'est très important. Et je trouve ça le fun d'avoir trouvé ce vecteur-là pour en faire la promotion. Bon, c'est ça. Écoute, pour t'avoir connu, t'avoir vu, je dirais pas pour t'avoir connu, pour te connaître, t'avoir vu en performance et tout ça, tout ce que tu fais te colle à la peau de façon extraordinaire. Il y a vraiment pas de- tu le fais directement, simplement, et ça sort très naturellement. C'est vraiment. Et les arbres, moi personnellement, j'adore les arbres. Et je pense que j'ai toujours perçu l'être humain comme étant un arbre embranché avec toutes sortes. On se ressemble tous, mais on est embranchés différemment. Mais tout de même, et on poursuit dans la vie selon la façon dont on est ramifié, alors selon nos possibilités qui nous arrivent avec les choix, tout ça. Alors, c'est ça. Alors, je te rejoins beaucoup. Quand tu parles des arbres, là, moi, ça résonne beaucoup, comme un tambour, tes paroles. Là. Et tu vois, depuis, moi, quand j'ai fait comme naître le père Lassouche, c'est bien sûr, j'avais déjà un intérêt pour les arbres. Ah Et oui. c'est clair que je l'ai nourri, j'ai fait des lectures et tout. Puis là, écoute, il sort encore, je voyais des émissions à découverte, pas à découverte, à la semaine verte. Il y a eu un bloc de 2 émissions, là quoi, 3 semaines et 2 semaines, sur le génie des arbres. C'est fantastique ce qu'on est en train de découvrir par rapport à la communication des arbres. Et écoute, les arbres communiquent vraiment. Là, on le sait, puis on peut le prouver que les arbres communiquent entre eux. Les arbres, écoute, le dernier émission qu'ils voyaient, là, il y a des scientifiques, puis c'est en France que ça se passe, qui ont vraiment établi que l'arbre a la notion de proprioception. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, la proprioception. Non, Bah, c'est propre. la conscience de ton propre corps. Si bien que toi, tu peux prendre une tasse de café, puis les yeux fermés, tu vas l'amener à ta bouche parce que tu sais où est ta bouche par rapport à ta main, et tout ça. Ben, les arbres, ils ont ce sentiment-là, cette capacité-là de savoir où est la partie de leur corps. Et puis, ils ne poussent pas rien que selon la lumière ou selon l'attraction, la gravité. Ah non, c'est fascinant. Bah, Là. c'est extraordinaire cette façon de voir les choses. Là, tu es en train de nous dire que les arbres ont conscience d'eux-mêmes. Ah, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est Puis fort, ils ça. l'ont démontré, là, et puis ils s'adaptent. Les hommes, écoute, ils sont plus vieux d'existence sur cette planète que nous. Hein? Et la véritable intelligence, moi j'aime bien la définition de Piaget qui dit que c'était la capacité d'adaptation que l'individu a. C'est ça l'intelligence.
ben Seigneur, on a à apprendre beaucoup du côté des arbres. Et donc, tu vois, je profite un peu du conte pour amener les gens là, tu sais, là, hop, à se déposer, à prendre le temps de prendre racine et puis de se laisser fleurir, puis de... C'est ça. Prendre racine, c'est voilà des mots là. Tout Mm. juste prendre racine. Hein. Il y a des gens Ouais, qui prendre racine à eux-mêmes, prendre racine par rapport au milieu dans lequel ils sont. Et là, oui. je pense que tout ce que tu fais nous amène à conscientiser ces choses-là. Et bon, tu le fais avec beaucoup de passion, en tout cas, moi, je t'ai Mhm. vu, là. Et Ouais. tu es non seulement un conteur, mais pour moi, tu es un fascinateur. Alors, quelqu'un de la, qui crée des états chez les gens, qui crée un état, qui captive, qui capte l'attention, et ça, moi personnellement, j'adore ça. Que ça soit un écrivain par ses mots, toi, c'est que tu as les mots, mais en plus de ça, tu les as habillés. Tu les as habillés par ta façon de parler, le timbre de ta voix aussi qui va à la perfection sur ton personnage, sur l'intention que tu as de donner. Tout va, il y a vraiment quelque chose qui se soit placé au bon endroit. Moi, c'est comme ça, je vois là des choses, non? Ah, ben, je te remercie. Tu vois, c'est ça. L'idée, hein, je pense que pour être un bon communicateur, c'est qu'il faut avoir une cohérence. Cohérence dans le discours, mais dans la façon aussi de le livrer. Et je pense que c'est. En tout cas, ce que tu me dis, c'est que ça, toi, en tout cas, ça te rejoignait. C'est ça. Bah, il y a une cohérence et Oui. Et puis, une fascination soi-même, une croyance à ce ouais. qu'on fait, une ferveur. Tu sens ce que tu dis et c'est là, tu es un excellent communicateur. Tu rejoins les gens. En tout cas, moi, tes prestations, c'est ce qui me font effet. On t'écoute. Ah, ah. Tu racontes avec tellement de ferveur et de croyance qu'on ne peut pas faire autrement que d'être suspendu à ta parole et c'est ça. Et ta barbe blanche aussi, ça donne beaucoup de sagesse à tout ce que tu dis. Ah ouais, puis là, j'ai les cheveux quasiment aussi longs qu'elle fait la souche, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu Mais pas vas-tu les faire pousser encore plus comme le père Non, non, non. Je pense que je vais non. les faire couper d'ailleurs. Mais OK. c'est drôle aussi. Ce que tu dis, tu vois, c'est que, tu vois, avec le père Lassouche, ça me permet, comme je te disais, c'est un beau prétexte pour parler d'une chose qui est très importante pour moi. Je lui fais dire à lui que dans tous les outils que l'être humain a développés depuis qu'il marche sur deux pattes, c'est lequel le plus important et le plus puissant. Ah, et là, puis là, ça, là, je pose la question des fois du public adulte, puis je l'ai posé, j'ai fait des projets avec des jeunes étudiants de secondaire, des jeunes étudiants à risque de décrochage ou non, en trouble d'apprentissage et tout, là, tu vois. Et puis là, ça répond à la question, la roue, hein, le feu, l'ordinateur, bon, tout ça. Et là, moi, je leur dis, écoute, moi, le père Lassouche me dit que c'était les mots qui sont l'outil le plus puissant qui a été développé depuis qu'on est sur deux pattes. Et parce que je considère que c'est vraiment ça. Le langage, il y a des mots qui ont évité des guerres, il y a des mots qui en ont provoqué, mais les mots peuvent nourrir. Et là, c'est là qu'avec les jeunes, ça avait été un projet intéressant que j'ai fait une année dans une école secondaire à Tremblant. C'était, j'avais dit, c'est des jeunes à risque de décrochage, OK? Il y avait comme 30 jeunes et puis, mais là, je faisais une première partie qui était comme mon marketing vendeur. Je leur vendais 5 ateliers, 5 rencontres. Et là, j'avais dit aux enseignants, les gens qui les encadraient, ces jeunes-là, parce que de dire, j'ai dit, regardez, moi, j'aimerais mieux travailler avec des jeunes volontaires. Là, ils vont peut-être faire le choix de lâcher l'école d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Mais j'aimerais qu'ils choisissent de venir aux ateliers. Fait que là, j'ai rencontré en 2 groupes et puis je leur vendais ma salade. Et puis là, finalement, tu vois, il y en a 18 qui ont embarqué.
Fait que j'avais 2 groupes de 9. Et c'était histoire de faire eux autres des explorateurs du pouvoir des mots, leurs mots et tout. Et ça a été tellement intéressant de voir avec les jeunes là, comment que ça a évolué, là. Mon Dieu. Et je leur disais que, tu sais, comme pour mettons, un ouvrier, je leur demandais, toi, là, si tu veux te faire bâtir une maison, puis là, il y a un ouvrier, tu es un ouvrier, puis tu as tout un gros coffre d'outils, tu sais, tout avec tes outils électriques, ou bien non, si tu es un ouvrier qui a juste un aiguine, puis un marteau, puis des clous, lequel qui va aller mieux pour... les jeunes disaient tout le temps, ça va aller bien mieux si je suis équipé, c'est tout ça. Fait que je dis, ben oui, tout à fait, vous avez raison. Mais cela étant, si on considère que les mots sont un outil, votre coffre d'outils, c'est votre vocabulaire, les gars, les amis, les gars, les filles. C'est votre vocabulaire. Plus vous aurez de mots pour dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez, et plus il y a de chances que vous vous rendiez à ça. Si vous n'avez pas de mots pour le nommer, vous allez avoir de la misère, tu vois. Ça fait que ça a été vraiment là, intéressant, cette chose-là, entre autres, un des projets. Là, hein. Et bon, alors, tu as travaillé dans le milieu scolaire, c'est ça? Tu as fait des projets avec les jeunes, tout ça? Oui, oui, oui. J'en Ouais. ai fait un, tu vois, ça, c'était un des derniers que j'avais fait. Avant ça, j'en avais fait un sur 2 ans. C'était, tu vois, j'avais été invité. C'est que, écoute, cette année-là, moi, je travaillais en CLSC à ce moment-là, puis je travaillais en soutien à domicile. J'étais conseiller clinique. Et puis, pour les, bon, plus Ouais, Yvon, tu me dis que tu travaillais avant en soutien à domicile. Parce qu'à un moment donné, je t'ai entendu dire, ben là, j'étais pas rendu à ma retraite au début des années 2000. Juste, quel était ton emploi auparavant, là? moi, écoute, j'ai travaillé comme préposé, comme infirmier, puis comme psychologue, puis comme enseignant. Fait que j'ai travaillé comme psychologue au primaire, puis psychologue aussi en CLSC, éloigné, puis ailleurs. J'ai travaillé en santé mentale beaucoup. Et puis là, comme là, tu vois, là, j'ai encore une charge d'enseignement au Cégep, mais cette année, je n'en donne pas parce que c'est en réflexion. Là. Mais ça fait que tu vois, j'ai travaillé un peu dans ces milieux-là. Et puis, mais c'est là, quand je travaillais avec c'est ça, quand j'animais donc cette année-là, c'est en 2008-2009, il y avait la journée des aînés. Et le rassemblement des aînés des Laurentides se faisait à Sainte-Adèle, à l'école de Sainte-Adèle. Et là, je co-animais avec une fille. Et puis, donc, ce qu'on avait fait, puis on avait intégré des jeunes de l'école à ça, c'est pour faire générationnel. Et là, j'avais fait un compte à rebond. Ça fait que j'avais commencé le compte le matin quand les gens arrivaient, la suite avant qu'il y ait dîner, la suite après le dîner et la conclusion était à la fin de la journée. Ben, ça faisait la première fois depuis les 4 dernières rencontres que les gens restaient toute la journée parce que sinon, habituellement, ils partaient au milieu de l'après-midi. La pause, c'est souvent, ça partait. Et là, la directrice me dit, Caroline, Yvon, tu compterais-tu aux jeunes? Ah, ben j'ai dit, oui, oui, je pourrais venir compter aux jeunes. Mais là, elle parlait de jeunes du secondaire. Et moi, tu vois, moi, mes petits-enfants, à ce moment-là, étaient d'âge primaire. J'étais plus en facilité de contact avec les jeunes du primaire. J'avais travaillé comme psychologue au primaire, tu sais. La clientèle d'ado m'a dit que ça me faisait peur un peu, tu sais. Mais j'ai dit oui, oui. J'ai dit oui, il y aurait possibilité. Fait que j'ai dit quel thème t'aimerais aborder? Ah, ben, elle dit, je peux choisir un thème. J'ai dit, bien sûr. Ah, Ouais. elle dit, écoute, il y a l'intimidation puis le taxage, tu sais, là, mais elle dit le taxage, puis là, on est en 2008 à peu Ouais. près. Et là, elle dit, le taxage, c'est pas mal réglé, mais elle dit l'intimidation. Ah, et écoute, j'ai dit, j'ai un compte qui pourrait être le fun, tu sais, là, mais j'ai dit, écoute, ça serait fun de se rencontrer, j'aimerais ça te parler de peut-être autre chose aussi, tu vois, parce que, C'est ça. euh, parce que moi, je pense pas qu'on peut s'adresser à l'intimidation avec un one-shot. Ouais. Tu règles rien avec, c'est pas une baguette magique, tu sais. Ça fait que là, Ouais. on avait prévu une rencontre, et quand je l'ai rencontré, moi, j'avais déjà fait un programme. Écoute, c'est sur 5 ans que ça s'étalait.
Et c'était histoire de mots, histoire du pouvoir des mots, les mots qui démolissent puis les mots qui nourrissent. Et là, OK. j'accompagnais, je commençais avec une cohorte de secondaire 1, puis je les suivais jusqu'en secondaire 5. Puis là, après ça, j'embarquais toutes les autres, tu sais. Et là, écoute, Alors, hey, alors t'as toujours eu cette qualité de pouvoir encapsuler, c'est à mieux, euh, des, des, euh, des problèmes avec les étudiants à l'intérieur de récits, d'histoires. Tu réussissais à passer message, quoi. exactement, tu vois, c'est que moi, j'ai toujours considéré le conte non pas comme un simple divertissement, mais comme un Oui. moyen d'apprentissage. OK? Exactement, exactement, oui. C'est plus que du divertissement. Et écoute, j'ai revu des jeunes qui avaient participé, c'est ça. Et puis, il y a une jeune qui m'a interpellé. Écoute, elle travaillait dans une boulangerie, là, tu sais, écoute, puis elle était rendue en cégep 2. Je l'avais vue en secondaire 1. Il s'est quand même écoulé 6 ans, 7 ans, là. Elle dit, Monsieur Boutin, elle dit, je me rappelle encore de votre histoire de Beau-Blanc. Ben, Beau-Blanc, c'est ça. vois-tu, c'est une C'est ça. histoire. C'est l'histoire d'un bonhomme avec qui j'avais bûché parce que ça, c'est dans un autre univers. Alors, c'est vrai, on n'a pas parlé. On a parlé de l'univers du Père Lassouche, mais dans mon univers de conteur, il y en a deux univers. Il y a le Ouais. Père Lassouche, qui est un pôle, et il y a l'univers de mes ancêtres fabuleux. Et dans mes ancêtres fabuleux, il y a ce personnage-là qui est Beau-Blanc, le bûcheux, qui est inspiré d'un personnage de Beau-Blanc, vraiment, un bûcheux avec qui moi j'ai travaillé, qui avait 10 ans, parce que je bûchais avec mon père. Mais je l'ai bonifié, j'en ai fait un personnage, là. Et puis, mais c'est un personnage envers lequel on pouvait facilement avoir des préjugés, parce que Beau-Blanc, là, il n'y avait rien de beau puis rien de blanc après. Il était sale, puis il faisait dur, mais il connaissait les arbres, il aimait les arbres, il connaissait les maladies des arbres. On est encore dans la fascination, on est encore dans la qualité que tu as de fasciner et de passer des messages à travers le conte. C'est vraiment extraordinaire. Écoute, Yvon, je vais être obligé de laisser l'entrevue pour l'instant parce que, je veux dire, tu pourras nous compter, pour pas dire, Ah, nous parler pendant des heures et des heures de ta passion, mais je vais te laisser seul avec les auditeurs pour possiblement leur faire preuve un peu de ton magnétisme. Euh, et on se revoit à peu près dans 10-15 minutes. Là, je sais pas combien de temps qui reste pour mais on va peut-être s'en tenir à 15 minutes parce que l'entrevue a oui, débordé, je pense, un peu. Alors, c'est bon. je te laisse tout seul, tu vas apparaître à l'écran. Je vais continuer peut-être de te voir un peu de façon spéciale. Mais ce qui est important, c'est que les autres te voient oh, en bonne OK, on se position. retrouve. OK, merci. OK. Comme je le disais, c'est ça, j'ai deux univers. J'ai plus parlé de celui là, du Père Lassouche là, avec Pierre. Mais ce que j'avais pensé faire aujourd'hui, c'est de vous parler de l'autre univers, de mes ancêtres fabuleux. Parce que j'aime à dire que quand on écoute les contes, on se rend compte que tous les contes racontent des rencontres. Hein? Vous vous rendez compte de ça? Tous les contes racontent des rencontres. Puis si c'est comme ça dans le milieu du conte, c'est parce que euh, toute la vie se passe autour des rencontres. Oui. Puis c'est pas des mots en l'air, parce que la preuve, c'est que chacune de nous autres est le fruit d'une rencontre. Bon. Et moi, je suis le fruit de la rencontre de mon père et de ma mère. Et comme je suis le plus vieux, je peux penser, croire que je suis le fruit d'une rencontre amoureuse. Eh bien oui, quand tu es le 13e, c'est peut-être différent, c'est tout. Sauf que là, c'est sûr que quand on est jeune, on idéalise un peu nos parents. Hein? Puis un gars va idéaliser son père, ça devient un modèle et tout. Mais moi, je me suis rendu compte, assez jeune, j'avais 10 ans, que mon père, mon propre père, était un personnage de conte. Oh oui, oh oui. Écoutez,
c'est sûr que hein, jusque-là, moi, mon père, je le trouvais fort, et puis bon, et tout. Mon père était un travailleur. Je ne jouais pas avec mon père. Mon père, il n'avait pas le temps de jouer, il travaillait. Il travaillait à la mine, puis il bûchait. Puis moi, je l'aidais quand on bûchait, puis bon, ben et tout. Fait qu'on jouait à travailler avec mon père. Et puis, il était capable, il était fort. Il était plus petit que moi, je le suis maintenant. C'est un homme de quoi, 5 pieds 9 à peu près. Et puis, mais là, à l'été 1961, okay, moi j'avais 10 ans, je venais d'avoir 10 ans, et il y avait toujours un genre de tombola ou de carnaval qui se faisait là, chaque année. C'était le Club Lyon qui organisait ça. Et puis, ça se faisait dans l'aréna, puis à l'extérieur aussi, des fois, de l'aréna, à Malartic. OK? Et là, il y avait toutes sortes d'expositions. Il y avait des kiosques, il y avait des kiosques pour faire la promotion de certains commerçants, il y avait des kiosques de toutes sortes de choses. Et il y avait, entre autres, un homme qui revenait à chaque année avec sa basse-cour, avec un genre de petite fermette, OK? Et qui nous permettait de voir des animaux qu'on ne voyait pas. Nous autres, c'était pas fermier, hein? C'était pas du tout agricole. Le Malartic, c'était du bois et des mines. Donc, les animaux, on n'en voyait pas, on les voyait dans le bois. Et là, on voyait des faisans, on voyait des renards, on voyait il y avait des lapins, des lièvres, des poules, il y avait toutes sortes de. Et il y avait, entre autres, un ours, OK? Un bel ours noir, OK? Le gars qui tenait ça, cette affaire-là, c'était Boivin, OK? Et Boivin, il se faisait le tour des villages, des villes, du Témiscamingue puis de l'Abitibi, avec sa basse-cour pendant tout l'été, tu sais, tout ça. Mais là, son ours, qui s'appelait Ouragan, Boivin, il l'avait trouvé. Boivin avait trouvé cet ours-là, bébé, et puis probablement que sa mère avait été tuée ou prise, quelque chose, en tout cas. Et il l'avait gardé, puis il l'avait élevé, parce que là, lui, ça faisait un animal de plus pour lui. Là, il avait décidé, à un moment donné, d'y faire arracher les dents puis les griffes pour pas qu'il soit dangereux. Parce qu'il s'était décidé de ne pas le laisser retourner à la vie en liberté, se disant qu'une fois qu'il avait connu les humains, il y aurait probablement de la misère à se réhabituer à la vie en nature. Et là, il avait dressé son ours pour en faire un ours lutteur, toi. C'est que là, les gars, les hommes, pouvaient affronter Ouragan dans un combat. Et puis, aïe, aïe, aïe. Fait que, oh, et là, il y en avait, c'était beau de voir ça, mais c'était toujours Ouragan qui gagnait. Hein? Et là, à un moment donné, dans ce temps-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, certains, peut-être les plus vieux, vous vous rappelez, il y avait la lutte à la télé, puis il y avait même la lutte à la radio avant même d'avoir la lutte à la télé. Il y avait Édouard Carpentier, puis bon, ben, toute sa gang là, qui luttait et tout. Et mon père, à la mine où il travaillait à la Goldfield. Mon père, lui, il luttait aussi avec les autres mineurs et tout. Et il était, pour sa grandeur, il était pas mal capable. Puis il mettait à terre des gars plus gros que lui. Puis, et là, il y en a qui avaient déjà parlé. Écoute, ça ne te tenterait pas d'aller essayer lourd à Boivin? Hein? Ça ne te tenterait pas d'aller essayer? Ça coûte 5 piastres pour t'inscrire, mais tu peux gagner 1000 piastres. Puis là, mon Boivin, il y avait un beau chèque qui était mis en carton. C'était en carton. C'était pas du carton, là. C'était du carton, c'était plus épais. C'était solide, pas mal plus. Et puis, un beau chèque de 1000 piastres qui était dessiné, c'est tout ça. Mon père avait toujours refusé jusqu'à l'été 61. Là, à l'été 61, les gars, ils ont dit, regarde, tabarouette, Marcel, devrait aller t'essayer. Ben là, mon père, il dit, écoutez, les gars, il dit, ça reste quand même 5 piastres. Tu sais, puis quand tu gagnais une pièce et demie, 2 piastres par jour, c'était quasiment une semaine d'ouvrage. Ça fait que là, les gars qui croyaient en lui, ils ont dit, regarde, Marcel, il était 4 chums, ils ont dit, nous autres, on donne chacun une pièce. Si tu gagnes, tu nous la redonneras si tu veux, là, mais on te donne chacun. Ça fait que ça va te coûter rien qu'une pièce. Ouais, mais c'est à considérer. Fait que là, il en a parlé avec ma mère, qui était le ministre des Finances. Puis là, ma mère, quand elle a dit ça, elle dit, Marcel, elle dit, si tu as le goût. Mon père, ben oui, écoute, je peux pas me faire mal, tu sais, là. Il dit, voyons, tu sais, il dit, il a jamais fait mal à personne. Ça fait que, hey, toi. Fait que, OK, ça coûtait une pièce. Hey, là, quand il nous a dit ça, toi, que là, lui, il était pour affronter Ouragan, l'ours qui avait
mis tous les hommes à terre qui mettaient. Là, on était comme à la fois fiers et inquiets, parce que même s'il n'avait jamais fait de mal à personne, on ne le savait pas, nous autres, vraiment, qu'il n'avait jamais fait de mal à personne. Mais en tout cas, on était comme un peu inquiets. Fait que là, arrive, là, finalement, c'était le dimanche, à la fin là, de la fin de semaine de carnaval et tout. Et là, tout le monde, là, les kiosques ferment tout le monde se ramasse autour de l'arène qui a été faite là, pour les besoins de la cause. Et là, Boivin est là. Il y a son ours Ouragan qui est assis dans le coin. Et puis là, ils sont 4 qui se sont inscrits. OK? Fait qu'il y a 3 gars qui se sont inscrits avant mon père. Mon père était le 4e à passer. Fait que là, le premier arrive, c'est un gros costaud, un gars qui venait de Cadillac, travaillait dans les mines lui aussi. Puis, et là, le gars, il arrive, fait que là, Boivin, il dit, regarde, il dit, je t'explique un peu les règlements, là, puis il dit, les autres, écoutez aussi, mais je vais vous les réexpliquer. Il dit, on ne donne pas de coups de poing, c'est de la lutte, pas de coups bas, rien. Et il dit, quand je vais faire ça sur ma cloche, il dit, Ouragan va se lever, puis il va s'avancer pour le combat va commencer. Puis quand il va entendre ping, quand que il va t'avoir mis à terre, puis il va te tenir là, ben je vais refaire ping, puis il va décoller, puis il va retourner s'asseoir. Ah, c'était pas trop compliqué, là, c'était pas trop compliqué. Fait que le gars, il dit, c'est bon. Fait que là, Boivin se recule, puis fait ping. Hey, au moment où il fait ping, toi, Ouragan, toi, se lève debout. Puis là, il s'avance vers le gars en question. Et là, boum, ça se pointe, toi. Ça a pris 1 minute et quart, 1 minute et demie, que le gars était en dessous d'Ouragan, puis que Ouragan était dessus, puis là, ping, puis là, Ouragan se lève, s'en retourne dans son coin. Et là, ce que Boivin faisait, c'est que pour récompenser, ça devait faire partie de l'entraînement qu'il avait reçu. Là, il débouchait une petite bouteille de coke. C'était des petits cokes dans le temps, là, des petites bouteilles de coke. Et là, il donnait ça au Ouragan. Quand Ouragan prenait ça dans ses mains, là, écoute, on ne voyait plus la bouteille de coke. Et puis là, il enfirouapait ça, toi, en deux gorgées. Et, parenthèse, quand je dis enfirouaper, c'était vraiment enfirouaper. Parce que l'expression enfirouaper, ça vient d'où, hein? Ça vient en tout cas c'est une vieille expression québécoise qui veut dire infer wrapped, enveloppé de fourrure. C'était qu'en tout cas, les trappeurs québécois, ils mettaient des roches, ils vendaient du fourrure au poids, hein? Et puis, ils mettaient des roches entre les fourrures, ça faisait plus pesant, en tout cas. Et puis, fait que le noir, le vendeur, l'acheteur, l'abeille du son, il se faisait enfirouapé, il se faisait fourrer bien net. Bon, c'est ça. Fait que là, le coke avait été enfirouapé. Là, Ouragan attendait son deuxième coke. Là, il arrive le deuxième, l'explication était toute, pouf, un deuxième coke pour Ouragan. Là, arrive le troisième. Ça a été pareil, 1 minute et quart, 1 minute et demie, puis il y avait son autre coke. Et là, c'était rendu autour de notre père. Bon, là, encore là, on était habités de cette fierté et de cette crainte, tu sais, là, et tout. Bon, mais c'était pas pire, il n'a pas fait mal à personne, et tout, mais bon. Fait que là, mon père s'avance. Et là, il arrive, puis avant d'embarquer dans l'arène, pour rejoindre Boivin, il enlève sa chemise, puis il avait juste une petite camisole de corps, tu vois. Et là, c'est là que Ouragan s'est mis à faire. Il était dans son coin. Il grognait, puis il dandinait ces choses qu'il n'avait pas faites auparavant. Là, moi, je regarde ma mère, je dis, hey, maman, regardons ça. On dirait que Ouragan, il veut manger de pain. Là, ma mère, elle me rassure, elle dit, non, fais-toi-en pas, là, c'est correct, je voyais bien qu'elle avait aussi peur que moi, là. Elle savait demander qu'est-ce qui se passait. Même Boivin, il voyait son os, il voyait faire ça, voyons donc, toi, là, écoute, ben. Fait que là, il dit, t'as compris tantôt les règlements? Fait que dit, on ne perdra pas de temps. Fait que, ping, il fait, et là, mon Ouragan qui se lève, toi. Là, il avance. Puis là, il se retrouve face à face avec mon père. Puis là, de la façon qu'il était debout, il était à peu près égal. Tu sais. Fait que là, le regard, ça se toisait, toi, là, ça, du regard. Et là, écoutez, peut-être parce que là, on trouve le temps long là, quand c'est du temps comme ça, mais ça a été comme un gros 15-20 secondes, me semble. Et là, Ouragan attendait, mon père attendait, ça attendait, c'est tout. Et c'est mon père qui a fait le premier mouvement. Il a comme glissé sa main droite en dessous du bras droit de l'ours. Et là, il s'est pogné une poignée de poêle sur son épaule.
Et là, il s'est donné un soin, il a reviré en arrière, puis là, il a repogné une poignée de poils sur le côté gauche de l'ours. Et là, il y avait le genou dans le jarret de l'ours d'ouragan. Et là, l'ouragan s'est adonné à perdre l'équilibre, puis bon, mon père est tombé dessus. Il était aussi surpris que nous autres, on pouvait l'être. Et là, l'ours se débattait, mais mon père était quand même assez costaud. Fait que, et là, il ne pouvait pas. Fait que là, mon père, il regardait Boivin, il disait Boivin, Boivin, il décompte. Fait que là, Boivin, il était blanc, aussi blanc que son ours pouvait être noir. Et là, il s'est sorti un peu de cette léthargie-là. Puis là, d'un coup, bing! Et là, c'est mon père qui a débarqué dessus l'ours. L'ours, piteux, est retourné dans son coin. Et là, Boivin il a débouché le côte, puis il l'a donné à mon père. Mon père en a pris une gorgée. Puis après ça, il est venu nous la donner. Il dit tiens, les gars, parce qu'il y avait mes deux petits frères qui étaient avec moi. Ma mère était enceinte de notre sœur, qui allait devenir notre sœur. Et puis, hey, toi, on était-tu fiers, toi, de boire cette coke-là, toi? Hey, hein? Et là, il faut que je vous dise, en terminant, que je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais là, ça va être difficilement comme ça parce que les enfants ont plusieurs pères souvent dans le décor. Mais moi, j'étais plus petit quand j'étais à l'école et puis quand il y avait de la bataille, parce qu'il y en avait, il y a toujours eu un peu de bataille dans les écoles, je mangeais plus souvent qu'autrement à la volée. C'était bon. Et puis, mais ceux qui mangeaient à voler avaient souvent comme intervention finale de dire en tout cas, mon père est plus fort que le tien. Fait que tous les pères étaient plus forts les uns que les autres. Mais là, quand il y avait de l'ostination dans le cours d'école, à savoir lequel qui avait le père le plus fort, à partir de ce moment-là, quand j'arrivais, les gars s'arrêtaient sur l'ostinage par rapport à quel père qui était le plus fort, puis c'était mon père qui était le plus fort. Mais là, j'ai compris plus tard qu'est-ce qui avait fait la force de mon père. Mais ça, c'est une autre histoire que je raconterai peut-être une autre fois. Fait que, oui, mon Pierre, c'était comme ça. Donc, l'univers de mes ancêtres est fabuleux. Ça, c'est rien que mon père. Parce que là, il y a mon arrière-grand-père. J'ai ma valise d'antiseptique. Quand je présente le spectacle autour de mes ancêtres, j'ai ma valise d'antiseptique. Ça, c'est pour ceux qui ne croient pas, les sceptiques. Et j'ai des preuves dans ma valise de ce que je raconte. Donc, au plaisir de vous conter la suite de mes ancêtres. Ouais. Oh. J'ai compris que tu amenais ta valise d'antiseptique. Mais oui, oui, c'est une belle C'est petite bon. valise. C'est bon. Écoute, bon, on est vraiment, c'est une autre histoire, mais toujours cette capacité que tu démontres à, je sais pas trop, mais l'attention. Alors, tu as cette capacité toute naturelle, toute gestuelle. Ton non-verbal contribue grandement à au fait que tu puisses livrer ton message. Moi, Ah, j'adore ce que tu fais. Je te remercie beaucoup pour d'avoir participé à notre émission et je vais souhaiter que plusieurs de nos auditeurs, en tout cas, puissent peser sur le bon piton puis aller d'entendre et tes contes, même si notre émission s'appelle Poétiquement Vôtre, je pense que parce que tu es très proche de la nature, tout ce que tu fais est très poétique. Voilà. tu vois, dans l'univers du père Lassouche, sa mère, qui est une Algonquine qui s'appelle Nibidjibiga Népémic, qui veut dire rosée des bois, sa mère, c'est le personnage qui, elle, est la poétesse de la famille. Tu vois, c'est qu'elle, j'ai fait dire des belles affaires, là, tout ça. Et Ouais. pendant peut-être que j'y pense, tu vois, l'année dernière, à cette date-ci, j'avais commencé un projet avec la FADOC Laurentide. Et puis, tu vois, on peut retrouver, écoute, 29 de mes comptes sur YouTube. Sur YouTube, le réseau FADOC. En tout cas, si tu vas sur YouTube et puis vous faites Yvon Boutin, compte, là, vous allez avoir accès à, c'est ça, à des comptes du Père Lassouche, puis les comptes, celui-là que je viens de Ah présenter, des bon, univers de mes alors. parents. Ouais. Eh bon, alors c'est correct de nous mettre au courant de tout ça. Je pense que plusieurs vont t'écouter. Et bon, alors voilà. Merci, merci beaucoup, Yvon. Puis Ben, je te merci de dis l'invitation. au plaisir de pouvoir se rencontrer. Ben Ça oui, va? ben oui. Merci Merci. encore.
Merci. Salut.